Voilà. Ok. Super. Ciao. À plus. Voilà, donc on débute ce cours sur le diagnostic des cardiopathies, le diagnostic prénatal. Il est prévu jusqu'à 16 heures. Rassurez-vous, je vous le libérerai plus tôt. Comme ça, vous serez tranquille. Voilà, donc je fais un petit rappel sur l'historique du diagnostic prénatal des cardiopathies congénitales. Aujourd'hui, c'est naturel dans tous les services de cardiologie de voir des nouveau-nés qui ont bénéficié d'un diagnostic prénatal et c'est presque quelque chose de normal. Et la normalité, c'est plutôt celle de découvrir des malformations, en particulier des malformations complexes, en postnatal. Donc, ça, c'est la normalité d'aujourd'hui, mais ça n'a évidemment pas toujours été le cas. Il faut savoir que le diagnostic prénatal, il est né dans les années 80. Dès le début des années 80, quand on a commencé à observer pas seulement le cœur, mais le fœtus en lui-même. L'échographie, l'avènement de l'échographie, c'est environ début des années 70. Et puis, il y a eu donc des progrès qui, au bout d'une dizaine d'années, nous ont amenés à commencer à regarder le cœur du fœtus. Là, vous avez une image du docteur Laurent Fermont, qui est un des pionniers de l'échographie cardiaque fétale, qui est un cardiopédiatre, et qui a vraiment été au départ de cette spécialité, une surspécialité un tout petit peu marginale. Cet examen était encore, jusqu'à très récemment, du domaine de la recherche. Il est rentré dans le domaine public depuis 12 à 18 mois. Et vous pensez qu'il est très utile? Il est utile pour deux raisons. Dans le cadre du dépistage sélectif pour rassurer une famille qui a été éprouvée parfois très gravement par la venue d'un enfant cardiaque, dans le cadre du dépistage de hasard pour organiser une naissance sur le plan pédiatrique, sur le plan de la chirurgie cardiaque pédiatrique, lorsque cela est possible et que la cardiopathie est curable. Il est évident que pour être complet, il faut faire deux examens, un très précoce pour détecter les anomalies très graves et un plus tardif pour contrôler que rien ne s'est produit pendant le... Alors, donc là, vous venez de voir le docteur Fermont interviewé à la télévision en 1980 et vous avez vu ou entendu plutôt que les occasions qu'il avait, lui, de faire un diagnostic prénatal d'une malformation cardiaque, c'était soit parce qu'il y avait déjà eu dans l'histoire familiale un diagnostic prénatal de cardiopathie et que donc on voulait vraiment s'acharner à éliminer une récidive, soit parce qu'il y avait ce qu'il appelait à l'époque eu un diagnostic fait au cours d'une échographie, d'un dépistage de hasard, je crois qu'il dit. Tout simplement parce qu'à l'époque, les échographies de dépistage n'étaient pas du tout systématiques comme aujourd'hui. Et donc, rien n'était systématisé, il n'y avait aucune logique. Chaque échographiste faisait un petit peu ce qu'il voulait, regardait ce qu'il voulait. Il n'était pas tenu spécialement de regarder le cœur. Mais à l'occasion d'une échographie, si l'un retrouvait ou suspectait une anomalie cardiaque, il pouvait être amené à demander une expertise. Mais il n'y avait rien de systématisé alors dans le diagnostic prénatal. Et puis, ça s'est ensuite organisé eh bien avec les échographies de dépistage, tout ça sur lequel on va revenir. Si on s'interroge sur le pourquoi du diagnostic prénatal, est-ce qu'il est utile de faire un diagnostic prénatal? Puisqu'on a vu qu'à partir des années 80, il devient possible. On peut se poser la question de possible, oui, mais est-ce que c'est utile? La réponse, elle est venue. Elle n'est pas venue tout de suite. Elle a mis du temps à venir. Et d'ailleurs, un certain nombre d'équipes dans le monde s'opposaient à l'école française qui était relativement pionnière dans le dépistage prénatal des cardiopathies. En argumentant qu'il n'y avait pas d'intérêt spécialement à faire un diagnostic prénatal, que ça stressait les parents et que finalement, ça n'augmentait pas, ça n'assurait pas une diminution de la mortalité lors de la prise en charge des bébés.
Alors, il y a un des premiers papiers fin des années 90, donc vous voyez, c'est quasiment 20 ans après l'avènement du diagnostic prénatal des cardiopathies. Premier papier issu ici de l'équipe de Necker, qui montrait que la mortalité postnatale, enfin la mortalité, évidemment, oui, lorsqu'un diagnostic était fait en postnatal, était bien plus élevée que la mortalité chez les nouveau-nés qui avaient bénéficié d'un diagnostic prénatal de transposition des gros vaisseaux. Donc, il y avait une grande différence dans la mortalité, en particulier post-opératoire, et ce qui montrait que les bébés bénéficiaient du diagnostic prénatal en termes de mortalité. Ça, c'était un des papiers princeps. On a un petit peu revu la copie par la suite avec d'autres papiers d'équipes françaises ou internationales qui montrent que, en termes de mortalité, le gain n'est pas énorme finalement, le gain du diagnostic prénatal, et que il est vrai qu'en France, en tout cas, l'organisation des soins faisant qu'un nouveau-né qui a une cyanose néonatale, par exemple, dans une maternité X ou Y, peut, grâce à nos systèmes de transfert rapide de SAMU, être vers un service spécialisé qui lui permet d'être pris en charge très rapidement. Donc, en termes de mortalité, le fait de ne pas avoir de diagnostic prénatal, c'est finalement pas une grande perte de chance. Si on regarde ce qui se passe au niveau de l'étude EpiCard que certainement on vous a déjà présentée, sur la mortalité des grandes cardiopathies comme les cœurs univentriculaires, transposition, tétralogie de Fallot, coarctation de l'aorte, et bien finalement, le risque n'est pas accru lorsque le diagnostic prénatal n'a pas été fait. Alors, si on ne gagne pas en termes de mortalité réellement, si ça n'est plus vraiment vrai aujourd'hui, en revanche, ce qui est vrai, ce qui a été montré ces 10 dernières années, c'est qu'il y a un gain en termes de neurodéveloppement. Ça, c'est vraiment le grand sujet à la mode, parce que, évidemment, une fois qu'on a eu compris que les résultats chirurgicaux, la mortalité, la morbidité opératoire étaient relativement maîtrisés et limités depuis déjà maintenant longtemps, parce que la chirurgie, les chirurgiens ont l'habitude, on a inventé la chirurgie, puis après, on est passé à une phase de plateau où tout le monde est bien expérimenté et la mortalité est devenue extrêmement faible. En revanche, on a pu se rendre compte au bout d'un certain nombre d'années que, en termes de développement chez les enfants, on pouvait montrer des différences sur les capacités cognitives. Et ça, c'est devenu important. Donc, c'est devenu un vrai sujet, évidemment. Là, pour le coup, le diagnostic prénatal change la donne, dans la mesure où les troubles cognitifs, lorsque le diagnostic n'a pas été fait avant la naissance, ces troubles cognitifs sont bien plus importants que lorsque le diagnostic a été fait in utero. Et plus on va vers des tests difficiles, et plus cette vérité, plus c'est vrai, plus les difficultés chez les enfants qui n'ont pas bénéficié de diagnostic prénatal sont accrues. Donc là, on a avancé ces 10 dernières années de ce côté-là. Donc finalement, à la question pourquoi est-ce qu'il y a un vrai intérêt à faire, un vrai bénéfice à faire un diagnostic prénatal des cardiopathies, en termes de mortalité, finalement, peut-être pas. En termes de morbidité, j'en ai pas parlé, mais quand même, ça change la donne au niveau tant d'hospitalisation, de réanimation. Et puis ensuite, en termes de neurodéveloppement, il y a une vraie différence. Donc, on ne peut pas contester aujourd'hui le fait que le diagnostic prénatal des cardiopathies a un vrai impact sur le devenir de ces enfants. Alors, une fois qu'on a admis ça, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour qu'un diagnostic prénatal soit efficace. Alors, entre la femme enceinte chez laquelle on va dépister la malformation et puis l'accueil d'un nouveau-né avec une cardiopathie, il y a évidemment
un processus qui est bien défini et qui va faire intervenir un certain nombre de personnes. Donc, c'est une longue chaîne d'intervenants qui commence par le dépisteur, qui sans lui, rien n'est possible. On ne peut pas dépister les malformations s'il n'y a pas une première ligne de dépistage qui est bien faite, éventuellement connectée à un système d'échographistes référents, qui sont des spécialistes plutôt gynécologues, radiologues, obstétriciens. Et puis ensuite, un des maillons indispensables, c'est le cardiopédiatre qui va faire préciser le diagnostic et le pronostic. Le centre de diagnostic prénatal, connecté à l'ensemble des spécialistes d'organes l'ensemble des autres spécialistes d'organes, les généticiens en particulier. Et puis, cette chaîne doit passer par un des maillons qui est évidemment indispensable, qui est celle de la maternité spécialisée et des services où on va accueillir les nouveau-nés, les unités de cardiologie et de chirurgie cardiaque pédiatrique. Et on va voir en fonction des histoires, eh bien, tous ces maillons vont entrer plus ou moins en action, mais qu'en tout cas, il faut que la chaîne soit composée de l'ensemble de ces maillons pour que les choses se passent tout à fait bien. Si je prends le premier maillon, celui du dépisteur, donc en général représenté par un gynécologue obstétricien ou une sage-femme, ou un sage-femme, ou un radiologue. Donc c'est celui sans qui rien n'est possible, qui est en première ligne, donc c'est le premier filtre, le filtre à grosse maille, puisque l'ensemble des patientes qui sont enceintes vont passer à un moment, ont 3 échographies obligatoires, et donc elles vont passer dans les mains d'un de ces dépisteurs qui doit respecter un certain nombre de recommandations en termes de dépistage, que ce soit pour le cœur ou les autres organes, et qui doit donc selon un système de checklist, passer en revue l'ensemble des organes du fœtus, dont le cœur, et il lui est donc imposé de regarder le cœur selon certaines coupes on verra ensuite. Donc, il doit reconnaître les signes d'appel, il ne doit pas faire de diagnostic spécialement, mais dire est-ce que c'est normal ou est-ce que ce n'est pas normal. Et on recommande même de ne pas faire de diagnostic. Donc, le dépisteur, il intervient lors de l'échographie du premier trimestre, qui se fait à 12 semaines. C'est surtout une échographie où on n'analyse pas la morphologie, en particulier pas celle du cœur, parce que c'est encore difficile et très petit. Et pour l'instant, nos appareils ne nous permettent pas, bien que le cœur soit définitivement formé, mais ça ne nous permet pas d'analyser de manière très précise l'architecture cardiaque fœtale. Donc, c'est plutôt une estimation du risque, et estimation du risque en particulier d'aneuploïdie, d'anomalies génétiques. Et lorsqu'il y a estimation qu'un risque est élevé, on peut être amené derrière à proposer une échographie cardiaque, puisque vous savez qu'un grand nombre d'aneuploïdies sont associées à des malformations cardiaques. Et sinon, le vrai dépistage se fait lors de l'échographie du 2e trimestre vers 22 semaines ou du 3e trimestre vers 32 semaines, où le dépisteur est en charge de regarder le cœur et donc de signaler toute anomalie, de demander un avis à un cardiopédiatre en cas de doute. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire justement? Voilà le cahier des charges du dépisteur. Tout ça a été bien établi depuis 2005, remis au goût du jour en 2016, pour demander aux obstétriciens de regarder l'ensemble des organes sous un certain angle, et non seulement de le regarder, mais de le montrer en prenant les photos qui sont indispensables. Et donc, dans le rapport de l'obstétricien ou du dépisteur, on doit trouver l'ensemble de ces images. Vous voyez qu'au niveau du cœur, l'obstétricien, il est censé regarder le cœur dans une coupe dite en 4 cavités à gauche, au milieu, la voie d'éjection gauche, et à droite, la voie d'éjection
droite qui nous montre la bifurcation pulmonaire et qui sortant de l'infundibulum et qui donc élimine les malformations comme la transposition des gros vaisseaux. Donc ça, c'est le cahier des charges du dépisteur sur le plan du cœur. Alors c'est un examen qui est sommaire, hein, malgré tout. On peut assez bien comprendre qu'on puisse passer à côté de malformations lorsqu'on se limite à ça. Néanmoins, très souvent, les loupés de diagnostic sont parce que ces coupes de référence, ces coupes de base, n'ont pas été correctement réalisées. Pour ce qui est de l'échographie de diagnostic, c'est-à-dire qu'on sort du dépistage simple et on veut aller un petit peu plus loin dans l'analyse de l'architecture cardiaque, eh bien, c'est ce que réalisent par exemple les échographistes dits de référent, qui vont un petit peu plus loin dans l'architecture. À ce moment-là, ils rajoutent un certain nombre de coupes qui peuvent être la coupe équivalente à la petite axe du cœur, une coupe dite des trois vaisseaux, les coupes de la crosse de l'aorte, et regardent donc un certain nombre de choses. Nous, on a réfléchi à une méthodologie de dépistage qui s'inspire un petit peu de tout ça, mais qui va peut-être un tout petit peu plus loin que la base qui est demandée aux obstétriciens. Et on a réfléchi à une méthodologie systématique et sous la forme d'une arborescence ou d'une pyramide inversée, puisqu'on va demander de regarder le cœur en point par point. Premièrement, en regardant 5 points d'une vision globale. Donc, c'est une technique qu'on va appeler 5-4-3-2-1. Concernant la coupe des 4 cavités, on va repérer 4 points. Concernant la coupe des 3 vaisseaux, 3 points indispensables. Concernant les coupes des 2 voies d'éjection, 2 points, 1 point pour chaque voie d'éjection. Et concernant l'utilisation du Doppler couleur, l'utilisation ne se fait que pour un seul point au niveau de la coupe des 3 vaisseaux. Et donc, cette espèce de systématisation qui est plutôt à destinée du dépisteur, mais qui peut tout à fait être... qui marche très, très bien pour les cardiopédiatres. Nous, d'ailleurs, toutes les échographies de dépistage, j'utilise cette technique qui permet de ne rien oublier et qui est extrêmement efficace. Donc là, je la détaille comme ça. La première étape, c'est de cette vision globale, c'est de dire la vision globale, avant de rentrer dans l'architecture cardiaque, on pose les bases, on analyse le situs. Le situs, c'est la présence de la veine cave inférieure dans l'abdomen, en avant et à droite de l'aorte. C'est difficile en échographie fœtale d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse du situs, d'aller déterminer les auricules, par exemple, le revêtement des oreillettes. Et donc, ce qui va nous aider le plus, mais chez l'enfant, c'est un petit peu pareil, c'est la position de cette veine cave inférieure. Alors, il y a une des particularités chez le fœtus, c'est que la droite et la gauche, ça n'est pas acquis, c'est à déterminer. Chez l'enfant qui est allongé, on sait où est sa droite, on sait où est sa gauche. Chez le fœtus, ce n'est pas évident selon sa position dans le ventre. Donc, c'est d'abord une latéralisation du fœtus et ensuite déterminer si la veine cave inférieure est bien en avant et à gauche. Et ensuite, on peut la suivre par des mouvements de translation. On peut la suivre jusque dans l'oreillette droite. Donc ça, c'est la première chose de notre vision globale en 5 points, c'est déterminer le situs. Et puis ensuite, les 5 autres points. Le deuxième point, enfin pas les 5 autres, le deuxième point, c'est la position de l'aorte. L'aorte, elle doit se situer en avant et à gauche du rachis. Ça, c'est plus difficile à déterminer chez l'enfant, mais chez le fœtus, c'est facile. Le troisième point de cette vision globale, c'est l'axe d'orientation de la pointe du cœur, environ 45 degrés par rapport à l'axe antéro-postérieur. Le quatrième point, c'est le rythme. Sans rentrer dans une analyse précise du rythme cardiaque, un rythme régulier autour de 140 par minute, ça se voit à l'œil, est un rythme normal. Et le dernier point de la vision globale, c'est la taille du cœur. La taille du cœur, c'est pareil, on ne mesure pas dans
cardiothoracique, bien qu'on puisse le faire. Mais si on n'a pas d'arrière-pensée pour une cardiomégalie, par exemple, on n'a pas besoin d'aller mesurer la surface, les rapports de surface, et on se contente d'une appréciation visuelle comme ça pour déterminer que tout est normal. Et une fois qu'on a déterminé, enfin, apprécié cette vision globale du cœur qui est vraiment en un coup d'œil, le situs, et puis on remonte sur la carte cavité, position de l'aorte, position de la pointe, le rythme et la taille du cœur. Après, on va rentrer dans l'architecture, l'analyse de l'architecture cardiaque. Et comme on s'arrête sur la coupe des 4 cavités, on va analyser 4 points pour 4 cavités. Premièrement, c'est l'équilibre des 4 cavités. Deuxièmement, regarder les veines pulmonaires. Troisièmement, le décalage mitrotricuspide. Quatrièmement, analyser la septation. L'équilibre, les cavités cardiaques sont équilibrées, en particulier pendant tout le début de la grossesse. Au 3e trimestre de la grossesse, on peut voir des asymétries qui s'installent, qui sont physiologiques, du fait de l'augmentation du rapport de débit VD sur VG. On a, pour tout un tas de raisons, donc une dilatation des cavités droites. Donc ça peut être physiologique jusqu'à un certain point. Donc on doit retrouver 4 cavités équilibrées. Ensuite, on doit retrouver, deuxième point, des veines pulmonaires. Et les veines pulmonaires, comment est-ce qu'on détermine qu'il y a bien un abouchement des veines pulmonaires? On a l'habitude de dire que si on voit au moins une veine pulmonaire, c'est qu'il n'y a pas de RVPA total. Certes, c'est vrai. L'utilisation du Doppler couleur ne nous paraît pas à nous une bonne technique pour affirmer que les veines pulmonaires sont en place. Et ce qui nous importe surtout, c'est d'analyser la morphologie des 2 oreillettes. Et vous voyez que l'oreillette gauche a une face incurvée ou aplatie avec l'implantation des cornes qui correspond à l'abouchement des veines pulmonaires, alors que l'oreillette droite a une face arrondie. Ça, c'est un aspect typique de morphologie normale des oreillettes, et en particulier de l'oreillette gauche qui reçoit les veines pulmonaires. Si vous n'arrivez pas à retrouver cet aspect typique de l'oreillette gauche, alors on peut suspecter éventuellement un retour veineux anormal. Donc ça, c'est très important, sans utiliser de Doppler, qui est parfois très trompeur, de montrer qu'on a une face aplatie, comme on peut le revoir là, de l'oreillette gauche. Le 3e point, Z4 cavité, analyse de la 4 cavité, c'est le décalage mitrotricuspide, que vous voyez ici. Donc, un décalage mitrotricuspide qui permet d'éliminer toute la pathologie de type CAV. Mais attention, un décalage mitrotricuspide qui doit exister, mais exister dans le bon sens, puisqu'évidemment, ce bon sens, c'est le sens de la concordance entre oreillette et ventricule. À partir du moment où le décalage, le plan de la valve auriculo-ventriculaire la plus décalée vers la pointe du cœur correspond à la tricuspide et donc au ventricule droit. Et il faut évidemment qu'il y ait une concordance entre oreillette droite et ventricule droit, oreillette gauche et ventricule gauche. Donc il doit y avoir un décalage, mais il doit se faire dans le bon sens, non pas dans le sens d'une discordance auriculo-ventriculaire, par exemple. Et puis le 4e point de cette 4 cavités, c'est la septation, qui doit être complète de la pointe à la base, en dehors du foramen ovale, qui est une des particularités de la circulation fœtale, c'est qu'il y a un champ important droite-gauche par le foramen ovale et que donc on a un trou dans le septum interauriculaire en plein centre. On a ensuite, alors je ne parle pas de l'aspect technique qui est un petit peu difficile à décrire comme ça par Zoom, mais techniquement, on passe assez facilement de la coupe abdominale, d'où on est parti pour déterminer le situs, et par simple translation vers la tête fœtale, on passe par la coupe 4 cavités. Et ensuite, si on continue dans ce même mouvement, on arrive sur les vaisseaux dans leur portion extracardiaque, extrapéricardique, l'analyse des 3 vaisseaux. Ça, ce n'est pas une coupe qui existe en pédiatrie.
mais ceci dit, c'est une coupe qu'on peut retrouver quasiment, hein, donc ça correspond à une coupe de scanner des trois vaisseaux, et donc qui va passer par la veine cave, l'aorte et l'artère pulmonaire prolongée du canal artériel. Et cette coupe nous montre la confluence entre les deux crosses de l'aorte et du canal artériel. Alors, le premier point, ben, voilà exactement sur le plan technique, juste ces mouvements de balayage à partir de la coupe 4 cavités qui montrent qu'on se retrouve sur la coupe des trois vaisseaux, qu'on peut réaliser à plusieurs niveaux, soit au niveau, comme à gauche, au niveau des crosses, où on passe par crosse du canal artériel, donc en coupe coronale, soit par la bifurcation pulmonaire. Vous voyez, la P, là, elle est vue de deux manières différentes. Soit à gauche, on est à un niveau un petit peu supérieur et on passe par la crosse complète du canal artériel, soit à un niveau un tout petit peu plus bas, on passe par la bifurcation pulmonaire. Mais c'est la même coupe, c'est la coupe dite des trois vaisseaux. Il en existe donc deux à deux niveaux un tout petit peu différents. Et donc cette coupe, elle doit nous montrer, comme on l'a vu le premier point ici, 3 points. Premier point, c'est le nombre. Il va y avoir 3 vaisseaux. Hein. Ça, c'est coupe des 3 vaisseaux. Comprend 3 vaisseaux, ce n'est pas une surprise. Deuxièmement, ces 3 vaisseaux doivent être équilibrés. Ils doivent être plus ou moins de même taille. En tout cas, l'asymétrie de taille des vaisseaux se fait toujours dans le même sens. L'artère pulmonaire est plus grosse que l'aorte et plus grosse que la veine cave supérieure. Ça, c'est le cas quasiment systématiquement. Et cette asymétrie, comme je vous en ai déjà parlé pour les cavités cardiaques, cette asymétrie peut se majorer plus on avance en termes dans la grossesse, puisque l'artère pulmonaire va devenir prédominante et nettement supérieure à l'aorte. Qui toutefois, l'aorte doit conserver une taille satisfaisante, être complète, comme on le voit. On peut la suivre sur tout son long, hein, même si on est en coupe transverse. On peut la suivre. Donc, un relatif équilibre ou un déséquilibre modéré. Et ensuite, une disposition particulière de ces vaisseaux. C'est le troisième point de la coupe des trois vaisseaux, puisque ces trois vaisseaux doivent, comme vous le voyez à gauche, être alignés. Ça, c'est très important. L'artère pulmonaire est antérieure, l'aorte est postérieure et la veine cave est encore en arrière de l'aorte. Donc, ça donne un alignement de l'origine de ces vaisseaux. Et deuxièmement, quand on regarde les crosses de l'aorte et du canal artériel, ces deux crosses se rejoignent donc en avant du rachis. Elles doivent former un V. Et ce V doit s'inscrire à gauche de la trachée, qui est le petit point qui est marqué sur l'image de gauche. Voilà, donc la disposition de ces trois vaisseaux, elle est importante. Ils doivent être alignés et les deux crosses qui se rejoignent forment un V à gauche de la trachée. Voilà, ça, c'est vraiment la disposition normale. Ça, c'est juste pour vous montrer la position du thymus en avant de ces trois vaisseaux. Hein, qu'on regarde volontiers, en particulier lorsqu'il existe une cardiopathie conotroncale et qu'on veut se mettre un peu en perspective d'une association possible à un syndrome de Dijorge, par exemple. Lorsqu'on voit bien ce thymus comme il est visible ici, le risque d'association syndromique est moindre. Deuxième, donc ensuite, on passe aux 2 points des 2 voies d'éjection. Alors là, on retourne un petit peu à l'intérieur du cœur, on retourne à partir de la coupe 4 cavités, on va dégager les 2 voies d'éjection. Et on va regarder la voie d'éjection gauche avec un point qui est la continuité septo-aortique et la voie d'éjection droite qui va attester de la concordance VDAP avec la bifurcation pulmonaire. Alors, comment est-ce qu'on fait? À partir de la coupe 4 cavités, simplement, si on a la pointe en haut, comme vous le voyez, la pointe orientée vers la pointe du cœur orientée vers la sonde, on peut tout à fait, par des mouvements de rotation, obtenir les 2 voies d'éjection. La sonde tourne autour d'elle-même, on voit la voie d'éjection gauche, puis on tourne dans l'autre sens, la voie d'éjection droite, et à chaque fois, on repasse par la coupe des 4 cavités. C'est une technique extrêmement simple qui nécessite d'orienter la pointe du cœur vers la sonde, et ensuite, simplement,
par des petits mouvements de rotation, de dégager les deux voies d'éjection. Et c'est possible, si on n'est pas la pointe en avant, simplement par des mouvements de translation haut vers le bas, d'aller dégager premièrement la voie d'éjection gauche qui sort en premier à partir de la boucade cavité, puisque c'est la voie d'éjection gauche, c'est la voie la plus basse, qu'on va revoir ici. Là, c'est la voie d'éjection droite. Ici, la voie d'éjection gauche, un petit peu plus bas. Et donc, dans cette voie d'éjection gauche, quel est le point important? C'est la continuité septale vers la aorte ou éventuellement vers l'artère pulmonaire si jamais il y avait une transposition des gros vaisseaux. Mais en tout cas, ce point doit identifier le fait que le septum continue jusqu'au gros vaisseau. Alors évidemment, c'est pareil, on peut regarder beaucoup d'autres choses. On peut regarder les mouvements de la valve mitrale, la valve aortique. En termes de dépistage, quand on enseigne à des dépisteurs, on essaye de simplifier les choses, leur dire, voilà, si dans cette coupe-là, vous vous acharnez à montrer que la continuité septale existe, alors on s'arrête là dans cette coupe-là. Et puis, sur la coupe de la voie d'éjection droite, qu'on peut obtenir de plusieurs manières, l'idée, c'est vraiment d'aller montrer que le vaisseau qui sort du ventricule antérieur droit, de type droit, que ce vaisseau bifurque immédiatement après son origine et que c'est donc bien une artère pulmonaire. L'aorte ne bifurquant pas, elle donne des vaisseaux du cou après une longue portion tubulaire, donc ça, on ne peut pas se tromper en général. L'artère pulmonaire, elle, bifurque immédiatement. J'ai la soufflerie de mon ordinateur qui se met en route. Ça doit probablement générer des bruits peut-être un peu désagréables. Je suis désolé. Et ensuite, le dernier point de notre analyse en 5, 4, 3, 2, 1, comme ça, c'est l'utilisation du Doppler, alors qu'on aura pu l'utiliser au moment de la coupe des trois vaisseaux. C'est l'utilisation du Doppler donc sur cette coupe des trois vaisseaux qui doit nous montrer un joli flux dans les deux crosses de l'aorte et du canal artériel, un joli flux sans aliasing, un beau flux plein comme ça, qui montre un flux homogène sans suspicion d'accélération, qui souligne bien aussi ça souligne bien les vaisseaux. Parfois, quand on a du mal à voir les bords des vaisseaux, le Doppler couleur nous aide à nous montrer la taille des vaisseaux. Ça peut être assez utile. Alors, pourquoi c'est le seul Doppler à utiliser, en tout cas en dépistage? Il est évident qu'après, en diagnostic des malformations, on peut utiliser le Doppler comme on veut, mais pourquoi est-ce que c'est le plus important? Parce que d'abord, utiliser le Doppler pour le reste, par exemple, pour les veines pulmonaires, c'est très trompeur. Pour l'analyse du septum interventriculaire et le dépistage de petites CIV, ça n'a pas d'intérêt. L'analyse des voies d'éjection, pourquoi pas, mais s'il y a un problème sur une voie d'éjection, ça va se traduire immédiatement sur cette coupe des trois vaisseaux. Du coup, l'analyse du Doppler couleur dans la coupe des trois vaisseaux nous paraît suffisante. Et pourquoi est-ce qu'elle amène des informations supplémentaires? Si, par exemple, il existe une sténose pulmonaire, voire certaines formes d'atrésie pulmonaire qui peuvent être parfois assez trompeuses, on n'est pas forcément interpellé sur les coupes des voies d'éjection, parfois même pas sur la coupe 4 cavités. Et l'analyse du flux dans les deux vaisseaux, clairement, nous montrera soit un phénomène d'aliasing en cas de sténose, ou en cas de sténose serrée, voire d'atrésie pulmonaire, par exemple, un flux rétrograde dans le canal artériel. Donc ça, c'est le Doppler qui paraît aujourd'hui important. Cette technique, elle nous permet de faire une analyse du cœur, finalement, et rapide dans l'espace de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, en partant de l'abdomen, comme vous l'avez vu, en passant par la coupe 3 vaisseaux, la coupe voie d'éjection gauche, la coupe 3 vaisseaux, donc coupe 4 cavités, pardon, coupe 3 vaisseaux, et puis on redescend vers le cœur et on va s'orienter vers la coupe des voies d'éjection, la gauche avec la continuité septale, et puis on tourne dans l'autre sens par des petits mouvements de rotation et la coupe de la voie d'éjection droite avec la bifurcation pulmonaire.
Voilà, en l'espace d'une vingtaine de secondes, on peut faire un examen complet du cœur fœtal en rajoutant juste à la fin, sinon, le Doppler couleur. Ça permet de rentrer dans la pathologie, dans toute la pathologie. Si par exemple, je veux analyser la pathologie du décalage mitrotricuspide ici, hein, eh bien, ce signe, on peut l'aborder donc en abordant les anomalies du décalage mitrotricuspide pour ne se concentrer que sur un des points d'analyse. On peut montrer, par exemple, ici un alignement du plan des valves dans une trisomie 21. On peut montrer, alors vous voyez que là, il n'y a pas de communication ni interauriculaire ni interventriculaire. En revanche, ici, un alignement du plan des valves aussi, mais associé à une communication interauriculaire antérieure dans le cadre d'un canal atrioventriculaire partiel qu'on va retrouver ici. Vous voyez cet alignement qui n'est parfois pas vraiment un alignement, plutôt une continuité, même sous forme d'une courbe. En tout cas, il n'y a pas de possibilité de mettre en évidence un décalage mitrotricuspide. Et puis parfois, un alignement aussi, mais associé à communication interauriculaire et interventriculaire dans le cadre d'un authentique canal atrioventriculaire de forme complète. C'est important de raisonner point par point, signe d'appel par signe d'appel, parce que dès qu'on a un point qui n'est pas clair, ça permet de tirer la sonnette d'alarme. Plutôt que d'avoir... Si je vous montre l'image de gauche, par exemple, que vous regardez rapidement, on n'a rien qui saute aux yeux. Pourtant, on n'arrive pas parfaitement à dégager ce décalage mitrotricuspide. Donc, si on regarde les 4 points de la 4 cavités, moi, je vois les veines pulmonaires, bien que ce ne soit pas évident sur cette image. Je vois un petit déséquilibre des cavités cardiaques au profit des cavités droites, mais si on est en fin de grossesse, on s'en accommode. Je vois une septation qui est bien. En revanche, le point 3 de décalage mitrotricuspide, lui, je ne le trouve pas évident. Mais si je regarde un peu vite, finalement, et que je ne m'attache pas point par point, je vais passer à côté de quelque chose éventuellement. Parce que lorsque j'effectue un petit balayage, c'est exactement le même fœtus. En effectuant un tout petit balayage, on dégage une communication interauriculaire antérieure, donc de type ostium primum. Et donc, on peut faire le diagnostic d'un canal atrioventriculaire dans une forme partielle. Donc, voilà, là, on rentre vraiment dans la pathologie. Voilà, donc c'est important de raisonner point par point parce que ça permet de faire focus sur un des points quand on a un doute et de tourner autour. On a parfois des fausses images ou des impressions qu'il y a, par exemple, ici un alignement du plan des valves sur l'image de gauche, vous voyez. On n'arrive pas à créer de décalage, mais si vous regardez bien les valves auriculoventriculaires, on ne les voit pas vraiment s'ouvrir parce qu'on n'est précisément pas dans un plan des valves auriculoventriculaires. Donc, on n'est pas dans une coupe qui répond à des critères de qualité que sont ceux de la coupe 4 cavités. On ne passe pas par les valves auriculoventriculaires. Il faut donc ce pseudo-alignement des valves auriculoventriculaires et cette pseudo-communication qu'on voit aussi qui ressemble à un ostium primum est en fait l'orifice, l'abouchement du sinus coronaire. Parce qu'on est dans un plan plus bas que celui des valves auriculoventriculaires. Donc, il faut corriger cette image, il faut corriger l'incidence pour retrouver une image normale. Et parfois, si on n'arrive pas à corriger qu'on est bien dans la bonne incidence, dans le plan d'ouverture des valves, alors là, on peut vraiment suspecter, si on a une impression d'alignement des valves et une communication antérieure, il faut suspecter une cardiopathie. Donc voilà, il faut savoir corriger ses propres erreurs. Et puis là, vous voyez, on vient de souligner le décalage mitrotricuspide avec la valve qui est décalée le plus vers la pointe, qui se situe vers le bas de l'écran. Cette valve décalée vers la pointe est donc une valve tricuspide, elle appartient au ventricule droit. Et vous voyez que cette valve tricuspide et son ventricule droit, en fait,
sont dans la continuité de l'oreillette gauche. Il existe donc une discordance entre oreillette et ventricule. Donc, sur cette image, c'est pareil, on peut, en regardant un peu vite, hein, passer assez facilement à côté de cette discordance, puisque on analyse point par point, on retrouvera des points qui sont finalement normaux. Et si on ne prête pas attention au fait que ce décalage mitrotricuspide se fait dans un sens inverse, alors on peut passer à côté de cette discordance. Et puis, toujours dans les anomalies de la discordance, pas toutes les anomalies du décalage mitrotricuspide, on peut avoir des décalages qui sont pour le coup bien présents, et non seulement présents, mais exagérés, excessifs. Et ça, c'est le spectre des anomalies d'accollement de la valve tricuspide à l'intérieur du ventricule droit, ou anomalies d'Epstein, de forme parfois extrêmement variable, des accollements plutôt modérés comme à gauche, ou des accollements très importants comme à droite, à tel point qu'on ne voit même plus le plan de cette valve tricuspide. Donc, simplement, tout ça, c'était pour vous illustrer. On ne peut pas faire toute la pathologie, ça n'a pas spécialement d'intérêt, mais c'est pour vous illustrer qu'en rentrant point par point, comme ça, dans l'analyse du cœur fœtal, surtout lorsqu'on débute, ce qui est pour certains d'entre vous le cas si vous vous orientez vers la cardiopédiatrie, que vous êtes amené à faire du diagnostic prénatal, c'est important d'avoir une systématisation. On est un peu des artisans par rapport aux cardiologues adultes, hein, en cardiologie pédiatrique. On est vraiment un peu des bricoleurs. Et je pense que pour la cardiologie fœtale, c'est quand même important d'avoir un esprit assez systématique pour éviter des catastrophes et des loupés de diagnostic, parce que ça ne pardonne pas beaucoup derrière. Donc, voilà, en gros, on a abordé le est-ce que c'est utile? On a répondu oui. Comment on fait la chaîne d'intervenants, dépistage, comment est-ce qu'on fait l'échographie finalement de dépistage et de diagnostic pour aboutir à un maximum de dépistage. Alors finalement, maintenant, on peut s'interroger sur le résultat. À partir du moment où on sait faire de l'échographie comme je viens de vous le montrer, quels sont les résultats de ce dépistage? Si on regarde toujours l'étude Epicard, qui commence à dater un peu, hein, et dont la série a pris des cas qui remontent aux années 2000, de 2005 à 2010 à peu près. Donc ça remonte un petit peu. Il est probable qu'on se soit amélioré grâce à tout l'enseignement qui est fait au niveau des dépisteurs. Mais en tout cas, il y a 10-15 ans, voilà ce que ça donnait. On avait un taux de dépistage des cardiopathies congénitales qui était tout confondu de 40%, ce qui n'était pas finalement énorme, mais ce qui a été une relative surprise lorsque les résultats sont sortis de cette étude, parce qu'on pensait qu'on faisait mieux. 40%, alors évidemment, si on regarde d'un peu plus près, le dépistage des cardiopathies... voilà. Je fais juste une petite pause parce que je vois que j'ai plus de batterie. Pour éviter une catastrophe. Voilà. Donc, si on regarde d'un peu plus près en fonction des cardiopathies, on regarde que, heureusement, les cardiopathies les plus sévères, comme les ventricules uniques, sont diagnostiquées dans pas loin de 100% des cas. C'est plutôt assez rassurant. Si on regarde les anomalies de la jonction auriculo-ventriculaire, comme les CAV hein, qu'on vient d'aborder, ou les Epstein, dans 2/3 des cas, on fait le diagnostic. Donc là, encore, c'est plutôt rassurant, mais ça laisse 1/3 des cas où le diagnostic a pu être loupé. Si on regarde les CIV membraneuses, par exemple, qui quand même conduisent un certain nombre d'enfants à être opérés,
CCIV, on fait le diagnostic dans moins de 10% des cas. Et ces CCIV, elles peuvent conduire à une intervention chirurgicale ou parfois à un diagnostic aussi d'anomalie syndromique comme une trisomie 21. Donc, dans 90% des cas, de CCIV isolé, le diagnostic n'est pas fait. Donc, ce n'est pas rien. Alors, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est mauvais? Si on regarde ce qui se passe chez les autres, dans des pays finalement où la population est plus limitée, comme en Norvège, finalement, le taux de dépistage, il est à peu près de 40%, tout confondu. C'est à peu près pareil. Et si on regarde sur des études multicentriques américaines, eh bien là, on se rend compte qu'on n'est même finalement pas si mal parce que le taux de dépistage est beaucoup plus bas aux États-Unis, dont on connaît le système de soins qui est moins performant et surtout extrêmement disparate, pas du tout homogène, comme il peut l'être en France, où l'accès aux soins, finalement, est, on ne va pas dire totalement égalitaire, parce que ce n'est pas vrai. Il y a quand même des zones géographiques où l'accès aux soins est plus difficile. Mais globalement, il y a un bon maillage de la population française. Pour ce qui concerne les grossesses, le suivi des grossesses, je crois que toutes les femmes enceintes sur le territoire en France peuvent bénéficier d'un suivi de grossesse, d'un dépistage qui est de qualité. Alors, donc là, j'ai abordé le dépistage. Je vais aborder un petit peu le rôle du cardiopédiatre là-dedans. Et c'était important de poser les bases. Le cardiopédiatre, c'est donc celui qui va être consulté à la demande d'un obstétricien, enfin d'un dépisteur en tout cas, donc pour donner son avis sur le cœur du fœtus. C'est celui qui est censé conclure sur le fait que le cœur est normal ou n'est pas normal. Et s'il n'est pas normal, c'est celui qui est censé poser un diagnostic. Ce n'est pas, encore une fois, le dépisteur qui fait le diagnostic. Donc, il doit poser le diagnostic, mais évidemment, poser un diagnostic n'a aucun sens si on s'arrête là. Et donc, la grande plus-value du cardiopédiatre, ça va être de pouvoir aborder le problème du pronostic avec le couple et donc d'informer le couple de manière à ce qu'il y ait une projection possible et des décisions possibles quant à la poursuite de la grossesse. Donc, ce cardiopédiatre, il est consulté lorsque il y a des situations à risque, par exemple, et où on veut répondre assez vite, assez précocement dans la grossesse, avant l'échographie du deuxième trimestre. S'il y a une situation à risque, qu'il y ait une cardiopathie, l'obstétricien, le dépisteur souhaite qu'on examine le cœur avant. Exemple, un antécédent familial de cardiopathie. Exemple, une anomalie syndromique identifiée, par exemple une clarté nucale. Vous voyez l'image de gauche, la clarté nucale accrue chez le fœtus, qui fait qu'on rentre dans la pathologie syndromique possible et qu'une cardiopathie est fréquemment associée. Et puis, ça peut être aussi certaines situations à risque maternel, prise de médicaments, diabète, un lupus. Donc, tout ça fait qu'on va s'interroger sur le fait qu'il peut y avoir une cardiopathie et on va vouloir répondre à la question avant l'échographie du deuxième trimestre, avant 22 semaines, parce qu'on est déjà à plus de la moitié de la grossesse, que le bébé, la mère le sent très, très bien bouger et que si jamais il y avait un gros problème, c'est toujours mieux de faire le diagnostic plus précocement. Donc, nous, on peut répondre à cette question-là vers entre 16 et 18 semaines. On peut faire l'analyse morphologique du cœur fœtal dans des conditions souvent qui sont relativement bonnes. Et puis ensuite, les situations assez classiques sont celles d'un doute sur une anomalie cardiaque lors de l'échographie de dépistage du deuxième ou troisième trimestre, alors que l'obstétricien a regardé le cœur et que selon les recommandations selon son cahier des charges, et qu'à un moment, il a identifié potentiellement une anomalie. Donc ça, c'est les conditions dans lesquelles on est amené à faire un diagnostic. Et je veux parler de certains détails. L'échographie, la cardiologie fœtale, c'est assez
particulier. C'est vraiment un contexte spécial, la médecine fœtale, que peut-être certains ont expérimenté, mais c'est très différent du contexte postnatal où le bébé est là, les choses sont faites, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que d'aller en avant. La médecine fœtale, le bébé, il est là, mais il est là en devenir, il est là, son existence peut être suspendue à un moment à une décision qui peut être celle de l'interruption de grossesse. Ça change tout. Et puis, ce bébé est là sans être là, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on peut à peine le sentir. Et, et donc, ça donne une espèce d'ambiance un peu fantasmatique à l'égard de ce bébé, bah, que ce soit pour les soignants et puis surtout pour les parents pour lesquels ce bébé est pour l'instant relativement imaginaire. Et donc, tout ce qu'on va pouvoir dire ou faire autour de ce fœtus aura une résonance un peu particulière. Alors, quand on annonce une malformation, enfin un diagnostic, à une femme enceinte, si vous réalisez cette annonce alors que la femme enceinte est encore couchée, que vous avez la sonde dans la main et que vous la dominez, puisque c'est la position habituelle d'installation pour faire une échographie, il est évident que ce n'est pas la bonne solution. Quand on fait un diagnostic, on doit terminer l'examen, se déplacer, s'installer à un bureau et se parler en face à face. Voilà, il ne doit pas y avoir une relation de dominant-dominé parce que ça n'est pas bien. C'est valable en médecine en général, hein, de toute façon. Donc, ça, c'est une chose importante. Il faut pouvoir se parler en face à face. Évidemment, comme je vous disais, là, il y a une résonance particulière et tous les mots qui vont être utilisés vont avoir une portée qui est parfois extrêmement importante, lointaine, longue, dans le temps, qui va s'inscrire dans le temps. Les mots qu'on va utiliser vont être gravés, parfois pour toujours. Et donc, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il va falloir choisir les mots, il va falloir le faire, dire des choses parfois difficiles, mais avec bienveillance, sans agressivité, sans chercher à se rétracter, à se retrancher, à se cacher ou à se mettre à distance du patient, parce que pour le médecin, parfois, c'est difficile aussi d'être l'oiseau de mauvais augure. Et certains médecins arborent une attitude qui peut être mal comprise par les patients, tout simplement parce qu'eux-mêmes ils sont en difficulté pour faire une annonce et en se mettant à distance, ils créent un petit fossé en utilisant un langage qui est peu compréhensible. Ils vont vouloir se protéger eux-mêmes, mais ce n'est évidemment pas une attitude qui est acceptable. Donc, il faut utiliser des mots précis, compréhensibles par des gens qui ne comprennent pas la médecine. Et il va falloir être très clair et pas forcément rentrer dans les détails au moment où on aborde ou au moment où on fait l'annonce. Il faut vraiment pas vouloir chercher à aller trop loin. Il faut utiliser des mots simples, une information concise, mais qui doit être parfaitement comprise. Voilà, les conséquences d'une annonce sont très importantes. Il y a, c'est comme un énorme coup de massue, évidemment, hein, qui s'abat sur le couple au moment où on annonce le diagnostic, puisque cette grossesse qui jusque-là allait a priori bien, bah, tout d'un coup, on vient marquer un temps d'arrêt. Et ce temps d'arrêt, il va être plus ou moins long et en fonction des décisions et puis du retentissement psychologique que ça pourra avoir. Parce que quand bien même on annonce une cardiopathie curable, où on peut proposer un traitement raisonnable et avec des bons résultats et finalement où rien n'empêche de se projeter avec ce futur enfant, se projeter dans l'avenir, il n'empêche que ce bébé, d'un coup, est devenu mortel et que ça va induire tout
questionnement chez le couple sur, malgré tout, la poursuite de la grossesse. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ce n'est pas raisonnable? Cet enfant va-t-il pouvoir vivre après la naissance ou pas, puisqu'il a un problème cardiaque? Et, euh, et forcément, il y a donc un temps d'arrêt dans l'investissement de la grossesse qui est quasiment qui est impossible à éviter. Alors, après, selon les ressources des uns et des autres, eh bien, s'il y a une perspective, disons, encourageante pour la suite, eh bien, certains peuvent se remettre le pied à l'étrier très vite et finalement aller de l'avant et réinvestir la grossesse. Mais parfois, il y aura une suspension de l'investissement de la grossesse qui peut durer assez longtemps, qui peut même, si on ne s'en préoccupe pas, aller jusqu'à la naissance. Pourquoi? Parce que cet enfant devient l'objet d'un objet d'angoisse, puisque tout d'un coup, on nous renvoie à la figure que cet enfant potentiellement peut mourir à la naissance. Et même si nous, ce n'est pas ce qu'on a donné comme information, parce que si on parle d'une communication interventriculaire qu'il faudra opérer à 4 mois, puis il ira très bien à la naissance, ça c'est notre discours, mais euh, nos interlocuteurs, eux, ne l'entendent pas forcément comme ça. Ils entendent qu'il y a un problème cardiaque et s'il y a un problème cardiaque, il y a une notion de vie et de mort. Voilà, il y a un fantasme autour du cœur des bébés qui fait qu'il y a une interprétation inévitablement de ce qu'on va dire. Donc, suspension de l'investissement de la grossesse et il va falloir s'en préoccuper parce que sinon, ça peut donner des mères qui désinvestissent la grossesse, non pas par manque d'amour, mais parce qu'elles ont peur, elles veulent se protéger elles-mêmes. Elles ont peur que cet enfant vienne à mourir et donc elles en seraient inconsolables. Donc elles se protègent en désinvestissant un peu la grossesse ou en ne la réinvestissant pas. Sauf que ça peut conduire à une catastrophe pour la suite dans la création du lien mère-enfant en particulier. Ça induit aussi beaucoup une culpabilité parce que une mère qui désinvestit la grossesse, elle ne le fait pas par gaieté de cœur, elle le fait pour se protéger, mais en même temps, elle a tout à fait conscience que ça a des conséquences. Et le fait de se mettre à distance de son bébé, ça la culpabilise énormément et ça renforce les angoisses et ça aboutit à des situations très compliquées. Donc, voilà, donc des conditions particulières hein, de l'annonce. Il faut savoir les conséquences que ça a parce que le retentissement est énorme. Et bon, si vous allez dans des consultations de cardiologie chez les congénitaux adultes, vous vous rendez bien compte que le lien avec les parents, qui a été tissé depuis 20, 30 ans, il est particulier. Hein, euh, parce que finalement, un enfant qui est né avec une malformation cardiaque, eh bien, 20 ans après, il reste même s'il va très bien, hein, dans l'attachement entre l'enfant et ses parents, dans la création du lien, il y a eu quelque chose de très particulier. Donc, ça, il faut savoir toutes les conséquences que ça a. Alors, passé cet aspect-là, est-ce que, comme j'ai abordé les résultats du dépistage tout à l'heure, en vous disant que 40% des diagnostics étaient faits ou dépistés avant la naissance seulement, est-ce que nous, lorsque on est amené à poser un diagnostic, est-ce que dans 100% des cas, on fait le bon diagnostic? Parce qu'on est censé être des experts. La réponse, c'est non. Nous non plus, on ne fait pas les choses de manière parfaite, loin de là. Il existe des discordances entre le diagnostic prénatal et celui qui pourra être fait et corrigé après la naissance. Et ces discordances, elles ne sont pas négligeables puisqu'elles sont d'environ 30%. Alors, ça ne veut pas dire que dans 30% des échographies cardiaques fétales qu'on est amené à réaliser, tout venant, on se trompe. Là, c'est dans une population sélectionnée de cardiopathie plutôt complexe qu'on a été amené à faire naître en milieu spécialisé à l'hôpital Necker. Donc,
Évidemment, ça ne prend pas en compte les échographies normales, ça prend pas en compte des diagnostics éventuellement de cardiopathie simple qui seront nés dans leur maternité d'origine. Là, on parle de cardiopathie plutôt complexe. Mais malgré tout, dans 30% des cas, on observe une différence après la naissance. Alors, différence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne veut pas dire qu'on s'est complètement gouré de diagnostic, qu'on a pris une transpo pour un phallo ou l'inverse. Mais ça veut dire qu'en tout cas, dans 30% des cas, il y a potentiellement donc une discordance de diagnostic qui peut avoir un impact derrière. Et l'impact, c'est quoi? L'impact, c'est que ça peut, dans ces 30%, dans 10% des cas, il y aura un vrai changement dans, par exemple, la stratégie de traitement qu'on va proposer, dans le pronostic chez l'enfant. Donc, on aura fait avant et après, et ça ne sera pas le même, on sera gouré dans un sens ou dans l'autre. Donc, sur la sévérité de la malformation et sur la stratégie de traitement, il y aura dans 10% des cas une correction qui sera faite, et ce qui n'est pas sans conséquence, évidemment. Alors, ça peut être un impact qu'on dit négatif sur le long terme. Exemple, on avait dit que ce serait une cardiopathie biventriculaire avec une intervention. Et puis, finalement, c'est une cardiopathie univentriculaire ou biventriculaire, mais pour laquelle il y aura besoin de 3 interventions. Donc, on avait, sur la stratégie de traitement, on avait minimisé les choses et elles vont être plus complexes qu'on ne pensait. Ça peut être au contraire quelque chose un impact positif, c'est-à-dire, parce que c'est aussi une discordance, hein, c'est-à-dire qu'on avait dit, voilà, très probablement, on ne pourra pas réparer cette malformation, on part sur une stratégie univentriculaire, et puis finalement, on se rend compte que un ventricule a grandi, qu'on peut envisager une septation, et que finalement, une réparation biventriculaire est possible. Et finalement, voilà, ou que on avait envisagé un certain nombre d'interventions, et puis finalement, en faisant une intervention, on va arriver à une réparation complète. Donc ça, c'est un impact positif. Alors, on peut se dire, c'est moins grave de se tromper, autant être un peu pessimiste et puis se gourer dans ce sens-là, et puis avoir des bonnes nouvelles à la fin. Certes, oui, mais le fait d'être un peu trop pessimiste, c'est aussi le risque qu'il y ait des décisions d'interruption de grossesse et que donc ça aboutisse à des interruptions de grossesse alors même qu'on aurait pu envisager des interventions avec des résultats satisfaisants. Donc ça, c'est pas sans conséquence de se tromper dans un sens ou dans l'autre, d'être plutôt optimiste ou plutôt pessimiste. Voilà, donc on a aussi effectivement nos résultats ne sont pas parfaits. Donc à nous d'aller toujours plus loin dans la précision du diagnostic et du pronostic. Alors après, ça c'est une chose, hein, aller dans la précision du diagnostic et du pronostic au plan cardiaque, mais il est évident que le cœur n'est pas toujours au centre de l'histoire. Et donc, on peut avoir un certain nombre de bébés qui ont des cardiopathies complexes ou pas complexes, mais pour lesquels l'histoire finalement du cœur est relativement anecdotique. Si on prend une CIV membraneuse ou un CAV équilibré chez un enfant trisomique, on se doute bien que la cardiopathie, ce n'est pas le principal problème de l'histoire, dans cette histoire. Donc, il faut savoir rester à sa place aussi en tant qu'expert du cœur fœtal. Certes, si on fait un diagnostic de malformation, il faut toujours le mettre en perspective et savoir comment est-ce que la cardiopathie s'inscrit dans une histoire plus globale. Donc, ça veut dire que nous, on est souvent au début de l'histoire avec le diagnostic de la malformation, mais qu'il va falloir orienter ou en tout cas s'assurer que la femme enceinte
chez laquelle on vient de faire ce diagnostic, elle soit aiguillée ensuite vers un centre de diagnostic prénatal ou vers des experts qui puissent s'assurer qu'il n'y a pas de malformation associée, qu'on puisse éliminer une anomalie syndromique en faisant une amniosynthèse. Voilà, donc ça c'est notre rôle aussi, que de s'assurer qu'il y ait une prise en charge qui soit globale et pas seulement au niveau du cœur. Donc, c'est important parce qu'après, il y aura des décisions qui vont devoir être prises. Et les décisions, elles vont impliquer l'ensemble des intervenants, donc les cardiopédiatres, certes, mais aussi les centres de diagnostic prénataux, les spécialistes d'organes, les généticiens qui vont donner leur avis. Et donc, ce n'est pas négligeable puisque si on regarde dans la colonne de gauche, quand on fait un diagnostic de canal atrioventriculaire, par exemple, quasiment la moitié de ces enfants vont avoir une anomalie syndromique. Dans une interruption de l'arche, c'est à peu près pareil. Un tronc artériel commun, une tétralogie de Fallot, c'est un tiers des cas. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le prendre à la légère et qu'il ne s'agit pas de fanfaronner en disant, quand on fait un diagnostic de cardiopathie, en disant bah oui, vous inquiétez pas parce que la chirurgie, on a de très bons résultats, tout ça. Bon, ça, d'accord, mais attention, très souvent, il faut aussi expliquer que le cœur, on sait faire, certes, mais que pour l'instant, ce n'est pas le problème tant qu'on n'a pas fait le tour de la question et on n'a pas répondu à toutes les questions, en particulier celles des associations syndromiques et malformatives. Donc voilà, quasiment pour toutes les cardiopathies, il faut se poser la question d'un bilan extracardiaque, en particulier d'une amniosynthèse. Quasiment toutes, on va mettre de côté la transposition simple des gros vaisseaux, mais sinon, pour toutes, on peut être amené à se poser cette question. Il y a donc le temps ensuite de la décision. Une fois qu'on a fait le tour, qu'on a informé sur le diagnostic et le pronostic, qu'on a fait le bilan extracardiaque, qu'on a pu affirmer qu'il y avait ou pas des anomalies associées, il y a le temps de la décision. Le temps de la décision qui intervient, la décision appartient à la femme enceinte et au couple. Elle n'appartient pas au médecin. Donc nous, on n'attend pas de décision de la part d'une femme enceinte. La femme enceinte, en l'absence de décision, elle poursuit sa grossesse. Nous, on est venu en consultant, en tant qu'expert, consultant, donner un avis consultatif sur le diagnostic et le pronostic. Ensuite, la décision ne nous appartient pas. C'est celle de la patiente qui va savoir si elle souhaite poursuivre dans les mêmes conditions sa grossesse ou si elle se pose la question éventuellement d'une interruption de la grossesse lorsque les choses sont relativement sévères. Et alors, nous, on intervient malgré tout dans la décision, par exemple, pour, lorsque la grossesse se poursuit, savoir où la femme doit accoucher. Et si on regarde ici, vous savez que toutes les cardiopathies n'ont pas le même retentissement. Certaines cardiopathies ont un niveau de risque important dès la naissance, dès la salle de naissance, comme la transposition des gros vaisseaux, le RVPA bloqué. Certaines cardiopathies, comme les cardiopathies ductodépendantes, vont avoir, non pas en salle de naissance, ne vont pas être risquées, mais en revanche, quand le canal artériel va se fermer, au bout de quelques jours, on va avoir des décompensations qui peuvent survenir. Puis certaines cardiopathies, comme des shunts, tout simplement, les shunts gauche-droit ne vont quasiment pas avoir de retentissement néonatal. Donc, en fonction de ce niveau de risque néonatal, on va envisager un lieu d'accouchement qui peut être différent. Donc, quand le risque est très élevé dans une transposition des gros vaisseaux, il est hors de question de laisser évidemment une femme enceinte accoucher dans sa maternité d'origine sans qu'il y ait une prise en charge néonatale immédiate. Un RVPA, c'est pareil. Lorsqu'il existe un risque de coarctation de l'aorte, lorsqu'il existe une atrésie pulmonaire à septum intact, une malformation ductodépendante,
On sait que dès les premières heures, lorsque le canal artériel va se fermer, on peut voir apparaître des symptômes. Donc là aussi, la sécurité, c'est quand même de faire naître ces bébés dans des structures ou à proximité de structures cardiologiques où un transfert pourra se faire dans les bonnes conditions et assez rapidement. Et puis, lorsque le risque paraît faible de certaines cardiopathies, on peut tout à fait envisager que des enfants naissent dans leur maternité d'origine. Donc ça, c'est quand même à nous, cardiopédiatres, de préciser le niveau de risque et le niveau d'organisation pour la prise en charge néonatale. Donc, c'est à nous de le définir. Et donc là, ça, c'est lorsque la grossesse se poursuit. À nous de définir comment accueillir le nouveau-né, dans quelles conditions, selon la cardiopathie et son risque néonatal. Se pose la question dans les décisions aussi de l'interruption médicale de grossesse. Donc ça, c'est un vrai sujet, évidemment. C'est un sujet qui est propre au prénatal, ça va sans dire. Et il y a quand même des notions qu'il faut intégrer profondément. L'interruption de grossesse, si on parle des cardiopathies congénitales, on ne peut pas dire qu'il y ait des cardiopathies pour lesquelles il y ait une indication d'interruption de grossesse et des cardiopathies pour lesquelles il n'y en aurait pas. Il n'existe pas d'indication médicale de grossesse, d'abord tout court, pour la simple et bonne raison que ça n'est pas au médecin d'indiquer, comme il indiquerait un traitement, ça n'est pas un traitement, c'est un choix possible dans certaines conditions chez la femme enceinte, mais il ne s'agit pas d'une indication. On entend souvent, trop souvent, de la bouche des médecins, dire je lui ai dit qu'il fallait interrompre ou tu lui as dit qu'il fallait interrompre la grossesse. Non, nous, on n'a pas indiqué une interruption de grossesse. Ça n'est absolument pas notre rôle. Nous avons un rôle consultatif, hors de question, d'inciter une femme enceinte à interrompre sa grossesse. Et évidemment, vous allez me dire, c'est un peu hypocrite parce que selon les mots que je vais employer dans mon discours, enfin dans mon entretien sur le pronostic, il est évident que selon les mots que je vais choisir et l'information que je vais faire passer, je vais plus ou moins les orienter inévitablement. Donc ça, c'est vrai. Si je parle d'un hypo-VG en disant écoutez, c'est grave, mais on a fait beaucoup de progrès. L'intervention de Norwood permet à des enfants de vivre. Et aujourd'hui, si on regarde les séries américaines, tant de pourcents arrivent à 20 ans, 30 ans, c'est quand même très encourageant. Et puis, dans 20 ans, peut-être la médecine en permettra d'implanter des cœurs artificiels sans problème. Si j'ai ce discours-là versus le discours en disant c'est une cardiopathie catastrophique pour laquelle il n'existe aucun traitement aujourd'hui et les probabilités que votre enfant atteigne l'âge adulte sont très minces. Et ensuite, il faut savoir dans quelles conditions il atteindra l'âge adulte. Il ne pourra jamais avoir une vie d'enfant comme les autres. Il sera limité dans ses efforts. Il aura une qualité de vie qui sera diminuée. Voilà. Et évidemment, si ces deux discours-là, probablement, potentiellement, vont aboutir à des décisions qui peuvent être différentes. Donc c'est vrai, mais il n'empêche que sur le principe, nous n'avons pas à indiquer l'IMG. En revanche, on peut être amené à des moments chez des gens qui ne l'auraient pas évoqué lors d'un entretien, on peut être amené à en parler parce que ça paraît être un sujet il faut en parler dans une cardiopathie complexe. Il faut qu'à un moment, le couple sache que c'est une décision qui est possible. Parce que parfois, les gens ne pensent pas que c'est possible. Ils le pensent au fond de leur tête, mais ils n'osent pas le demander. Donc, il faut, sans l'indiquer, il faut dire que dans les décisions qui s'offrent à eux, il y a la poursuite de la grossesse et l'accueil du bébé. Il y a la poursuite de la grossesse et l'accueil du bébé, mais éventuellement sans traitement, ce qu'on appelle un accompagnement néonatal.
il y a l'accueil et il y a l'interruption de grossesse. Donc, c'est éventuellement à nous de la proposer. Et concernant les cardiopathies qui pourraient relever d'une interruption de grossesse ou pas, ça, c'est un sujet très délicat. Et en réalité, il n'y a pas une liste de cardiopathies qu'on peut mettre dans les acceptables et les autres non acceptables. Et là, vous pourrez voir de grandes divergences en fonction des équipes, hein. On a plusieurs fois eu des demandes d'IMG dans nos centres de femmes qui venaient d'autres centres de diagnostic prénataux où l'IMG leur avait été refusé et où on a été amené, nous, à l'accepter. Pourquoi? Parce que si je vous cite l'exemple de la tétralogie de Fallot, par exemple, la tétralogie de Fallot, si je veux classer la tétralogie de Fallot entre curable et incurable, puisque finalement les termes de la loi parlent de curabilité ou non curabilité, curable ou incurable. Eh bien, pour un certain nombre, la tétralogie de Fallot, c'est curable. À partir du moment, une fois qu'on l'a opéré, on a mis en place une circulation en série et que les enfants vont bien et que peut-être ils seront réopérés un jour. Mais on peut considérer que la cardiopathie est curable. Mais on peut aussi considérer que, étant donné qu'il y aura besoin d'un suivi à vie, que la voie pulmonaire ne sera jamais normale, qu'il y aura besoin d'une valvulation pulmonaire plus tard, on peut aussi considérer qu'une tétralogie de Fallot n'est pas curable. Et dans ces cas-là, qu'elle peut relever de l'interruption médicale de grossesse. Eh bien, pour moi, par exemple, une demande d'interruption de grossesse dans une tétralogie de Fallot, elle est parfaitement acceptable parce que c'est une cardiopathie grave, complexe. Même si elle est fréquente, même si on en a l'habitude et qu'on la banalise, ça n'est pas une histoire banale. Et donc, j'accepterais, bon nombre de cardiopédiatres accepteraient une demande d'IMG, mais je ne suis pas sûr qu'en demandant à l'ensemble des cardiopédiatres français, tout le monde soit de cet avis-là. Donc, voilà, pour moi en tout cas, il n'y a pas de, il ne peut pas y avoir de liste de cardiopathie acceptable ou non. Et en réalité, finalement, la question ne se pose pas tellement en ces termes. Parce que quand on informe un couple sur la malformation de leur enfant et des possibilités qu'il y a, eux, qu'est-ce qui les intéresse? Leur dire c'est curable ou c'est incurable, ça n'évoque pas grand-chose, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est-à-dire que donc, évoquer les termes de la loi qui pourraient permettre de faire passer d'un côté de IMG à pas d'IMG, c'est pas tellement que dans ce sens, en ces termes, disons que se pose le problème pour un couple. Un couple, qu'est-ce qu'il veut savoir? Il veut savoir, est-ce que mon enfant va vivre déjà? Est-ce que quand il naît, il est capable de respirer, de vivre? C'est la première question. Nous, ce n'est pas celle qu'on se pose, mais pour eux, c'est ça. Est-ce que cet enfant peut vivre après la naissance? Est-ce que les traitements permettent d'avoir une vie qui soit confortable, c'est-à-dire une vie acceptable, une vie où les enfants vont à l'école, puissent avoir des activités comme les autres? Je ne cherche pas forcément la perfection, mais ils veulent un enfant qui soit pas un enfant stigmatisé, différent des autres, quoi. Un enfant qui a une qualité de vie, ils veulent un enfant qui ne souffre pas, voilà, qui ne soit pas en souffrance physique, psychologique. Voilà. Donc, à partir du moment où, si je reprends l'exemple de la tétralogie de Fallot, je dis, ben voilà, c'est une malformation, ce n'est pas une petite malformation, c'est une malformation complexe qu'il faut prendre en charge grâce à une intervention chirurgicale. En général, ça va bien pendant les premiers mois, et puis on propose un traitement vers 3-4 mois, une intervention chirurgicale qui permet, on va dire, de réparer le cœur, même si le terme de réparation n'est pas parfait, n'est pas très bon, puisque finalement, il va persister des imperfections au niveau du fonctionnement cardiaque, mais des imperfections qui seront très longtemps très bien tolérées, qui permettent de mener une vie comme les autres, de faire du sport. Et puis peut-être que 20 ans, 30 ans après, il y aura nécessité d'une intervention pour mettre une petite valve, par exemple. Et cette intervention pourra être de la chirurgie, mais on développe aussi beaucoup de traitements percutanés, donc on pourra peut-être ne pas réintervenir. Mais il y aura besoin d'un suivi à vie. Là, moi, j'estime avoir été à peu près clair en disant que finalement, je ne parle pas d'une malformation dont on se débarrasse, je parle de quelque chose qui va coller à la peau toute la vie, mais qui permet de vivre normalement. Eh bien, le choix va être de poursuivre la grossesse.
dans 95% des cas, il n'y a pas de demande d'IMG à partir du moment où on expose des choses comme ça. Donc, oui, ça ne se pose pas tellement en termes de est-ce que c'est curable ou incurable. Et c'est un truc de médico-légal ou un truc de docteur, mais ce n'est pas vraiment la conception qu'ont les parents de leur futur enfant. Donc, ce n'est pas comme ça qu'ils se projettent. Voilà. Donc, ça, c'est important à intégrer. Et si je rappelle juste les termes de la loi et leurs ambiguïtés, l'IMG, en bas, vous voyez, elle est autorisée s'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, et ce, à n'importe quel terme. Donc ça vous montre bien que rien n'est très clair. Forte probabilité, c'est probabilité qui n'est pas de 100%, hein, donc il n'y a pas de certitude. Donc ça veut dire que ça introduit la notion d'incertitude. L'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité. Je ne sais pas ce que ça veut dire, reconnu comme incurable au moment du diagnostic. Là encore, curable, incurable, c'est une notion assez relative et tout le monde ne l'entend pas de la même manière. Donc finalement, la loi, elle vient en support, mais je crois que ce n'est pas si important que ça. Et ce qui compte, c'est l'information avec les données qu'on a hein, de tous les résultats de la chirurgie. Il y a aussi du développement, du neurodéveloppement. Hein. Je ne l'ai pas réabordé, mais c'est plutôt en informant précisément sur toutes les données dont on dispose que le couple pourra prendre sa décision. Et je crois qu'il faut être, en dehors de rares exceptions, il ne faut pas être fermé à l'IMG parce qu'on ne parle pas de petites choses, hein, les cardiopathies, même si nous, on banalise très souvent. Même être opéré d'une CIV à 3 mois, un enfant à qui on ouvre le thorax, on arrête le cœur, on le met sous CEC, ça n'a rien de banal, c'est quelque chose de grave. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer les demandes d'IMG. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on peut être assez permissif de ce côté-là, il y a forcément toujours une explosion de demandes d'IMG, hein, je ne crois pas. Certains chiffres le prouvent. Par exemple, pour l'interruption médicale de grossesse pour hypoplasie du cœur gauche, on a vu avec les années, finalement, même si le taux de dépistage était devenu de 100%, les demandes d'IMG, elles, avaient tendance à décliner. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait plus de diagnostics prénatal qu'on va forcément aller vers plus d'interruptions de grossesse. Dans les décisions qui sont possibles, je vais dire un mot des traitements in utero. Les traitements in utero, pour l'ensemble des malformations cardiaques, donc il est assez rare qu'on puisse faire grand-chose avant la naissance. Donc avant la naissance, on peut informer, on peut discuter, on peut surveiller. Il y a des malformations qui sont à risque de décompensation, malgré tout, d'évolution vers des formes plus graves. Mais les anomalies cardiaques qui seront le plus accessibles à un traitement in utero, ce sont les troubles du rythme. Ici, vous voyez une tachycardie supraventriculaire. Ces tachycardies supraventriculaires, elles conduisent, en l'absence de traitement, à la survenue d'un anasarque et possiblement à la mort fœtale in utero. Et donc, aujourd'hui, on peut tout à fait traiter ces tachycardies fœtales par des antiarythmiques qu'on donne à la mère. Donc, on lui donne des comprimés de digoxine, de flécaïne, de cornarone. Enfin, on peut utiliser tout un tas de cocktails de médicaments antiarythmiques et qui, dans la grande majorité des cas, conduisent à la réduction du trouble du rythme ou tout au moins à la dégradation du trouble du rythme de manière à ce que les signes d'anasarque disparaissent et on peut faire naître dans des bonnes conditions les enfants et les traiter éventuellement s'ils en ont besoin par la suite. Donc,
Euh, Traitement in utero de ces troubles du rythme supraventriculaire. Ça, c'est des choses finalement relativement fréquentes. Et ensuite, euh, dans les anomalies du rythme, il y a les bradycardies par bloc auriculoventriculaire, euh, qui sont souvent d'origine immune, auto-immune, hein, chez des femmes enceintes donc, qui ont des anticorps anti-SSA, anti-SSB dans le cas d'un lupus, par exemple. Ça donne des blocs auriculoventriculaires, et ces blocs auriculoventriculaires peuvent conduire aussi à de la nasarque et à des morts fétales. Là, dans ce cas, malheureusement, on n'a pas de système de stimulation inutile qui permettre de conduire tranquillement ces fœtus jusqu'à la naissance, jusqu'à leur implanter un pacemaker. Donc, si survient un bloc auriculoventriculaire, des signes d'un nasarque à un stade précoce de la grossesse, très souvent, ça conduit à la mort fétale parce qu'on ne peut rien faire. En revanche, il y a quand même des techniques qui se sont développées ces dernières années, hein, depuis, allez, on va dire, une quinzaine d'années, et on commence à avoir une certaine expérience maintenant. Dans certains cas de cardiopathie, de malformation cardiaque, en particulier de malformation de la valve aortique ou valve pulmonaire, mais plutôt de la valve aortique. Vous voyez ici une sténose de la valve aortique qui donne une dysfonction ventriculaire gauche, hein, et une fuite de la valve mitrale. On ne voit pas la valve aortique là, mais on voit le retentissement sur le ventricule gauche avec une dysfonction qui s'aggrave au fil du temps. On était à 24, puis là on est à 26 semaines et on a une dysfonction. On voit que ce ventricule ne marche pas bien. Eh bien, on peut, dans ces situations évolutives de cardiopathie, envisager un traitement in utero. Et vous voyez ici un exemple de cathétérisme in utero. On est passé par la paroi abdominale, par la paroi du thorax du nouveau-né. On est venu gonfler un ballonnet. Et ce ballonnet a permis donc de libérer la valve aortique, ouvrir la valve aortique et libérer la fonction ventriculaire gauche qui, on le voit à 30 semaines, se tracte beaucoup mieux, ce ventricule gauche. Et après la naissance, réintervention, on a un ventricule gauche qui fonctionne parfaitement, même si la valve aortique, on le voit, est encore anormale. On a pu éviter une dégradation de la fonction du ventricule gauche chez ce fœtus dont on a fait un diagnostic de sténose aortique à 24 semaines. Et voilà, donc ça fait partie des traitements qui sont possibles. Les indications restent assez limitées, hein, et limitées entre autres aux cardiopathies de type sténose valvulaire aortique, éventuellement pulmonaire. Donc, mais les indications vont être très limitées à des formes en plus particulières. Mais il faut savoir que ça existe quand même dans ces formes de traitement in utero. Et pour en finir sur le diagnostic prénatal de ces cardiopathies, je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de prendre en charge des enfants avec une grande qualité de soins, des chirurgiens qui font un travail formidable, des réanimateurs aussi, que la mortalité, en dehors de certaines cardiopathies pour lesquelles c'est en dehors de tout recours, mais sinon, les résultats sont bons. Et donc ça, c'est formidable. On peut être relativement positif, optimiste quand on fait quand on informe le couple. Et sauf que, je l'ai déjà évoqué, ça, c'est un discours médical qui peut s'enorgueillir d'avoir d'excellents résultats, en particulier au niveau chirurgical. Il n'empêche que l'interprétation de cette information, le patient, la patiente en particulier, hein, elle va être sans doute assez différente. Et que même si vous êtes très positif en disant qu'on pourra fermer une CIV à 3 mois, que vous, finalement, c'est un non-sujet, l'histoire d'une fermeture de CIV sous CEC, parce que voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ce n'est pas un non-sujet, évidemment, pour les parents, et l'idée que de confier son enfant à 3 mois qui fait 4,5 kg pour qu'on lui fende le thorax et qu'on a lui arrêté le cœur et lui mettre un petit morceau de patch
Voilà, c'est évidemment que c'est un grand traumatisme dans la vie et dans la vie de ce couple et de la famille en général. Et donc ça, il ne faut surtout pas le négliger. J'ai parlé tout à l'heure du déficit d'investissement de la grossesse, de conséquences en termes de culpabilité. Donc, ne pas négliger toutes les conséquences que ça a. Et très souvent, si vous demandez à une femme enceinte comment elle va, au cours de sa grossesse, après qu'on ait fait un diagnostic de cardiopathie, bah, elle ne va pas bien. Elle ne vous le dira pas, parce que vous avez un discours positif, donc bah, elle ne veut pas aller contre. Mais si vraiment vous allez chercher, vous lui dites comment allez-vous, c'est une question assez simple, mais qu'on ne pose pas toujours aux patients. Et bien là, elle va vous dire, elle va se mettre à pleurer, elle va vous dire qu'elle ne va pas bien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est cet accompagnement psychologique au cours de la grossesse, parce que plus on s'en charge, plus on le prend en compte, et plus on organise le soin avec un soutien psychologique, avec des psychologues qui connaissent ces problématiques de diagnostic pendant la grossesse, et plus on va favoriser le lien parent-enfant. Et ça aura un impact sur les plusieurs décennies ensuite. Donc, c'est c'est vraiment un sujet, je pense, dont on ne parle pas assez. On a parlé euh, il y a 20-30 ans des résultats chirurgicaux. Depuis 10 ans, on parle de l'impact en termes de neurodéveloppement. Et je crois qu'on s'intéressera dans les futures années à l'impact psychologique, au retentissement psychologique de ces annonces, en particulier en prénatal. Et voilà, c'est simplement pour vous sensibiliser. Donc, pour conclure, sur ce tour d'horizon du diagnostic prénatal, donc le diagnostic prénatal, ça nécessite de travailler en réseau. Ça, c'est vraiment très important. Un certain nombre d'entre vous, peut-être, sont inscrits au DU et sont d'origine du Maroc, Algérie, Tunisie. On en a souvent beaucoup dans les DU. C'est quand même souvent ce qui pêche quand on va pour aller beaucoup au Maroc ou en Algérie. Le problème de l'organisation en réseau, c'est un vrai souci dans des pays où ce n'est pas prêt, où les réseaux ne sont pas créés, il n'y a pas toujours la volonté de travailler ensemble, il y a des oppositions, il y a des choses. Et ça, si on ne peut pas travailler ensemble, si on ne peut pas échanger entre spécialités, s'adresser des patients pour des avis, eh bien, ça empêche complètement de faire du diagnostic prénatal, parce que c'est vraiment le diagnostic prénatal nécessite de travailler en lien étroit avec les autres spécialités. Donc ça, je dirais que c'est vraiment la base. C'est ça, hein. On peut avoir un super chirurgien, un super cardiologue, un super obstétricien. Si personne ne veut travailler ensemble, ou on met des bâtons dans les roues, bah c'est très compliqué. Donc, c'est la première chose, organiser des circuits de patients. À partir de là, on peut obtenir des résultats. Il faut former les obstétriciens. Ça peut être au cardiopédiatre, c'est même au cardiopédiatre ou à des échographistes référents de former la ligne de base qui permet donc de passer dans les premières mailles du filet, et de faire le dépistage des cardiopathies. Donc ça, il faut former les gens qui sont en première ligne. Et ça, c'est notre rôle à nous aussi. Il faut ensuite travailler pour améliorer la qualité de notre diagnostic précis, du pronostic des malformations cardiaques. Ce n'est pas encore non plus totalement acquis. Chacun doit rester à sa place dans la chaîne des intervenants. Et attention, le cardiologue, ce n'est pas celui qui a une place toujours centrale. Il faut savoir toujours se replacer en fonction du contexte global. Et voilà, et donc le message principal, c'est celui-ci. Donc,
les réseaux, la formation, participer à la formation des autres, se former soi-même pour augmenter la qualité de son diagnostic et de l'orientation ensuite, enfin, du pronostic. Et, et concernant la prise en charge ensuite, prénatale jusqu'à la naissance, hein, ne pas négliger des aspects qui sont les aspects psychologiques, tout l'accompagnement psychologique qui est parfaitement indispensable. Voilà, il est 15 heures, je pense que j'ai fait à peu près le tour et je ne sais pas s'il y a des possibilités de questions. Dans le chat, est-ce qu'il y a... Oui, oui, ouais. J'arrive, je suis en haut, je finis un cours. OK? Voilà, j'arrive tout de suite. Alors, hop, je suis en train de voir, voilà. Ça y est, je vois enfin le chat. Qu'est-ce qu'il y a eu comme question? Il faut que le professeur Bonnet éteigne son micro. Je pense qu'il l'a fait depuis. Les repères sur le ventre de la maman et les sondes utilisés. Alors ça, là, on ne va pas passer dans la technique. C'est un peu compliqué. Alors, je vous ai... Euh, je vous ai montré tout un tas d'images qui sont issues d'un site internet qu'on a créé qui s'appelle c'est ebi.fr, hebee.fr, que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ce site internet, il permet justement, il aborde tout un tas de choses, toute la pathologie, signe d'appel par signe d'appel, pathologie par pathologie, tout l'aspect de l'échographie normale, les aspects techniques, des trucs et astuces. C'est un site qui est aujourd'hui assez complet, sur lequel il y a un accès gratuit et puis un contenu aussi sous forme d'abonnement. Mais sans imposer de durée d'abonnement. Donc, vous pouvez vous abonner 1 mois, 2 mois, ce que vous voulez. Et ça, pour tous ces aspects techniques, reportez-vous à ça. Là, c'est impossible en Zoom de faire ça. C'est trop compliqué. Je suis désolé, mais là... Et bonjour, quel est l'abord pour le cathétérisme anténatal? C'est l'aspect technique. L'abord, c'est transabdominal. On passe par le ventre de la mère et on positionne le bébé de manière à ce il nous présente son côté gauche quand on veut accéder au cœur gauche. Donc, ce qui présente son côté gauche de manière à ce qu'on rentre avec un grand trocard entre les côtes jusque dans le ventricule gauche et qu'ensuite on puisse glisser un ballonnet dans le ventricule gauche. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà, écoutez, merci de votre attention et puis bon courage pour la suite des cours. Je pense que là, ça sera terminé pour aujourd'hui, je crois. Donc, ça devrait reprendre demain. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.